Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Droit comparé. Collection dirigée par Arnaud Martin. Parce que le droit ne peut plus être considéré dans sa seule dimension nationale, et que son étude doit s'ouvrir au droit étranger, que l'analyse comparative permet de s'échapper des déterminismes qui faussent l'étude des systèmes juridiques et que l'étude des systèmes normatifs étrangers peut faciliter la recherche de réponses aux questions juridiques, la collection Droit comparé met à la disposition des chercheurs et des praticiens du droit un ensemble de travaux destinés à alimenter leurs réflexions tout en donnant aux objectifs, aux méthodes et à l'utilité de l'analyse comparative une plus grande visibilité. Elle publie des recherches en droit comparé ou accordant une place importante au comparatisme juridique, que ce soit en droit public ou en droit privé, en droit français ou en droit étranger, que celles-ci prennent la forme d'essais, d'actes de colloques ou de séminaires ou de thèses. Elle est naturellement ouverte à toutes les écoles de pensée juridique, ainsi qu'aux recherches pluridisciplinaires dès lors qu'elle présente une dominante juridique. Déjà paru. Memdus Émile Cyrine, L'administration de la protection de l'enfance, 2021. Arnaud Martin dire, L'enfance et le droit en Amérique latine, 2020. Philippe Claret et Florian Savonitto, La réforme constitutionnelle sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Les projets de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, 2020. Mohamed Ibrahim Hassan, Le constitutionnalisme en Europe de l'Est et dans le monde arabe, 2019. Hanifa Hassani, Le long chemin vers la légalisation de l'avortement en Irlande. Analyse du 8e amendement à la Constitution irlandaise, 1983 à 2018, 2019. Arnaud Martin, Président et régime présidentialiste en Amérique latine 2018. Diestefani Gil Machado Leao Torres, La souveraineté de la coprincipauté d'Andorre, 2017. Contributeur. Gonzalo Alvarez. Avocat, Université de Buenos Aires, UBA, spécialiste en gestion universitaire, Organisation universitaire interaméricaine, OUIOHE, doctorant en droit, Université de Buenos Aires. Membre du groupe en charge du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, galvarez@derecho.uba.ar. Adrian Martín Azrak. Licencié et professeur de psychologie, Université de Buenos Aires, UBA, spécialiste en éducation, politique publique et droits de l'enfant, UNIPE, doctorant en psychologie, UBA, titulaire d'une bourse de doctorat à l'UBACI, professeur régulier de théorie et de politique de l'éducation à la faculté de droit de l'Université de Buenos Aires, membre du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, azrak@derecho.uba.ar. Alexis Martin Bugay, avocat, Université de Buenos Aires, UBA, professeur de droit de l'intégration régionale à la faculté de droit de l'Université de Buenos Aires, membre du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, aleximartinbugay@gmail.com. Mathias Crolla, avocat, Université catholique de Santa Fe UCF, spécialiste en gestion de la défense, Université nationale de 13 de Febrero, master en relations internationales, Université de Buenos Aires, UBA, responsable des travaux pratiques en droit de l'intégration régionale à la faculté de droit de l'Université de Buenos Aires, UBA, membre du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, macrola@derecho.uba.ar. Victoria Rio, licenciée en sciences de l'éducation, Université de Buenos Aires, UBA, master en sciences sociales du travail, UBA, professeur à l'Université nationale du Général Sarmiento,
membre du projet UBACYT. Réforme de la gouvernance du système éducatif. Le rôle de l'État dans l'éducation et la pluralité des centres de régulation dans les juridictions, période 2003 à 2015, membre du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, riovictoria@gmail.com. Guillermo Ramón Ruiz, licencié et professeur de sciences de l'éducation, Université de Buenos Aires, UBA, Master of Art in Education, Université de Californie Los Angeles, Docteur en éducation, UBA, professeur régulier de théorie et de politique de l'éducation à la faculté de droit et de théorie de l'éducation et du système éducatif argentin à l'école de psychologie, à l'UBA, chercheur au Conseil national de la recherche scientifique et technique, directeur du projet UBACYT, directeur du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, gruiz@derecho.uba.ar. Florencia Tagliani, avocat, Université de Buenos Aires, UBA, professeur de droit de l'intégration régionale et de droit du travail et de la sécurité sociale à la faculté de droit, UBA, étudiante en master en relations internationales de l'Universidad del Salvador, étudiante en spécialisation en droit du travail, faculté de droit, UBA, membre du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, flortaliani@hotmail.com. Thomas YABER, avocat, Université de Buenos Aires, UBA, ancien boursier du programme ESCALA-UGM, faculté de droit, Université fédérale du Minas Gerais, UFMG, membre du PICT 2015 à 1527, adresse électronique, tommyaber@gmail.com. Avant-propos. Guillermo Ramón Ruiz. Le présent ouvrage a été élaboré dans le cadre du PICT 2015 à 1527, que nous avons dirigé dans le cadre de l'Institut Ambrosio El Jora de recherche juridique et sociale de l'Université de Buenos Aires. Il est consacré à un sujet qui est au cœur de mes préoccupations intellectuelles depuis ma formation de premier cycle en sciences de l'éducation, notamment en tant qu'étudiant de la chaire de politique éducative du professeur Norma Paviglianiti, grâce à qui j'ai pu commencer mes recherches sur les politiques éducatives et le rôle de l'État dans l'éducation. Ces deux questions ont été fondamentales dès les premières étapes de mon parcours universitaire, jusqu'à ma formation de troisième cycle à l'Université de Buenos Aires et à l'Université de Californie Los Angeles, ainsi que dans ma carrière au CONICET. Par ailleurs, le sujet de ce projet de recherche reflète une préoccupation personnelle au-delà de mes activités académiques puisqu'il touche à mon propre vécu. Mes parents, tous deux ouvriers d'usine, ont travaillé dur dès leur plus jeune âge et n'ont pu fréquenter que l'école primaire, mais ils ont toujours accordé une grande importance à mon éducation. Ils m'ont soutenu pour que je puisse poursuivre mes études, et ont fait de gros sacrifices pour que je puisse exercer un droit qu'ils ont à peine connu dans leur enfance dans les conditions défavorables qu'imposait la ruralité dans le nord-ouest de l'Argentine des années 40. L'importance que revêt à mes yeux l'éducation se traduit, en termes intellectuels, par le fait que j'ai toujours considéré que l'étude du droit à l'éducation nécessitait un savoir pluridisciplinaire. La plupart des travaux en sciences de l'éducation ont mentionné ce point, mais j'ai très vite compris, grâce aux collègues rencontrés dans la carrière, en particulier et chronologiquement Gonzalo Alvarez et Laura Clerico, que la définition la plus appropriée, celle fournie par la loi, n'était pas parfaitement comprise ou était occultée et était même considérée comme obsolète dans le domaine de la pédagogie. Cela semble être toujours le cas, et pas seulement au niveau local. Ainsi, après plusieurs années d'études des processus de réforme de l'éducation et d'allongement de la scolarité obligatoire, le droit à l'éducation en tant que sujet d'étude a pris forme, grâce à l'encouragement de Nancy Cardino et à la subvention accordée par l'Agence nationale pour la promotion de la science et de la technologie dans l'appel à candidature pour l'année 2015. La présentation de ce projet a coïncidé à cette époque avec une étape très difficile de ma vie. C'est pourquoi les encouragements de mes amis ont été très importants pour sa réalisation, en particulier Luis Miguel Lazaro, Liliana Martignoni, et mon mentor, le Dr Francis Korn, qui m'a appris à remettre en question les concepts et à examiner avec rigueur les mots et les conjectures. Au cours des 4 années de développement de ce projet, de nombreuses personnes ont collaboré.
Je remercie tous les membres de l'équipe du PICT, en particulier les auteurs de 3 chapitres de ce livre, Sébastien Januszewski pour ses rapports, et Sébastien Cioccioli qui est présent dans de nombreuses idées développées ici. Je tiens également à remercier les étudiants et les membres des équipes pédagogiques dont j'ai eu la charge dans les facultés de droit et de psychologie de l'UBA, en particulier Claudia Muignos, Laura Mosri, Laura Picot, Sylvina Nani, Virginia Garcia et Andrea Molinari, qui m'ont apporté un précieux soutien institutionnel dans l'accomplissement de cette tâche. Enfin, je remercie les collègues et amis qui ont accompagné mon travail durant ces années. Tristan McCowan, John Igelmo Zaldivar, Patricia Quiroga Uceda, José Luis Hernandez Huerta, Anthony Verger, Myriam Laurent Rodriguez, Mariano Cironi, Inmeiculada et Guido Galvez et Geo Sora pour leurs invitations à effectuer des séjours de recherche en Espagne en 2016 et 2017, Gonzalo Jover Olmeda pour avoir consacré un atelier à ce sujet au Congrès ibéro-américain de pédagogie en 2018, et Renata Jovin pour avoir organisé un atelier lors de la rencontre internationale sur l'éducation en 2019. Enfin et surtout, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour leur accompagnement constant et leur amour au quotidien, à Ana Maria Relaño Pastor, Maria José Zubieta et Juan Victor Ivan González. À eux, je dédie ce livre. Introduction, l'éducation en tant que droit. Guillermo Ramón Ruiz. L'éducation en tant que pratique sociale est l'une des activités déterminantes de la vie humaine. Elle est présente dans toutes les formes de société, des communautés primitives à celles qui ont atteint des niveaux élevés de développement technologique et de complexité organisationnelle. L'institutionnalisation de l'éducation dans les systèmes scolaires de masse est une forme particulière d'éducation organisée à la lumière des constitutions des États-nations modernes. À partir du début du XIXe siècle, elle s'est étendue en Europe, puis en Amérique, avant de connaître au XXe siècle une mondialisation continue en tant que moyen d'instruire la population infantile et juvénile, comme l'ont établi certaines recherches en éducation comparée, Albach et Kelly 1986, Meyer et Ramirez 2002. L'objectif principal était de façonner la citoyenneté nationale, avec la particularité que les différents États-nations ont donné naissance à divers types de citoyenneté idéale, par le développement de systèmes scolaires et de programmes éducatifs nationaux. Au cours du XXe siècle, la complexité de la vie sociale et l'évolution des mécanismes d'inclusion, d'exclusion et de segmentation ont entraîné une sophistication de la scolarisation en tant qu'institutionnalisation de l'éducation. Les processus de transfert international des discours et des politiques éducatives d'un contexte national à un ou plusieurs autres ont bénéficié de soutiens nationaux et internationaux de plus en plus notoires qui ont exercé une pression sur les systèmes nationaux et généré des conflits entre les cultures locales du fait du caractère culturel différencié des pressions internationales, Troller et Lentz, 2015. L'institutionnalisation de l'éducation dans les systèmes scolaires est donc l'une des caractéristiques fondamentales des sociétés contemporaines. Cela est dû en grande partie à sa portée immense et au poids des significations culturelles qui lui donnent la légitimité de définir des mythes rationalisés concernant la société et la place des gens dans le cadre de la vie sociale, Meyer et Ramirez, 2010. L'organisation des systèmes scolaires sur la base d'une structure académique est, à son tour, l'un des traits distinctifs de la scolarité moderne et de la canalisation de la diffusion de connaissances reconnues officiellement comme valables qui, telles que définies par l'autorité étatique, sont diffusées parmi la population de manière à articuler des liens sociaux entre les différents groupes et acteurs. La complexité académique que présentent aujourd'hui les systèmes scolaires est le résultat récent mais accéléré des transformations qu'ils ont connues au cours des derniers siècles. Cependant, il est important de souligner qu'au-delà de la mondialisation de l'éducation scolaire, ce que les politiques et les systèmes nationaux mettent en évidence doit être interprété comme idiosyncrasique en raison des contradictions complexes qui apparaissent au niveau de l'éducation dans les interactions entre le local et le global. Cependant, l'idée d'une éducation associée à la scolarisation est un concept contemporain qui reflète précisément la mondialisation de l'école moderne depuis sa création il y a 200 ans. En fait, l'étymologie du terme éducation la dépasse et permet d'identifier son origine latine, educere,
qui fait référence à l'éducation et à l'alimentation, bien que cela comprenne également une signification liée au développement et à l'extériorisation d'une chose qui se situe au plus profond de l'être humain, base des conceptions propres à la pédagogie de l'essence. Il est donc possible d'affirmer que le concept d'éducation intègre deux processus complémentaires dans le développement éducatif des personnes, celui de l'apprentissage et celui de l'enseignement. Certains auteurs considèrent que l'éducation n'englobe pas la totalité de la culture d'une communauté, et qu'il n'est pas possible de tout enseigner, mais seulement ce qui est considéré comme fondamental ou essentiel à chaque époque et en chaque lieu. Et l'esprit de chaque époque, Zeitgeist, est ce qui en fin de compte, guiderait et déterminerait l'éducation ou le type optimal de personnes auquel on aspire à chaque période historique. Bum 1995, Carr 2005, Castillejo-Brühl 1993, Colom et al. 2011. Ainsi, il serait possible d'identifier certaines caractéristiques fondamentales de l'éducation. Il s'agit d'une action, d'une intervention ou d'une influence. Il s'agit d'un processus d'enseignement qui vise à apprendre un ensemble de contenus variés. Elle vise à doter les sujets des compétences nécessaires pour vivre au sein d'un environnement culturel, et à les intégrer pour la satisfaction des besoins et la réalisation des aspirations de la communauté, ainsi qu'à leur transmettre les compétences nécessaires pour prendre conscience de leur situation à la lumière de leur passé historique et social et éventuellement pouvoir la transformer. Ce projet initial pourrait contribuer à la compréhension de la complexité des processus éducatifs contemporains. Ainsi, l'éducation présenterait un double objectif. D'une part, elle aurait un objectif constructif et novateur, l'éducation comme changement, car elle permettrait au sujet d'apprendre à penser et à ressentir afin d'entrer en relation avec le monde et les autres personnes, dans la mesure où celui-ci comprend son contexte comme étant social, historique et culturel. D'autre part, le second objectif serait la promotion de l'accès à un patrimoine culturel partagé par la communauté dans laquelle on vit et on se développe en tant qu'être humain. Ainsi, l'éducation est conçue comme un instrument social, dont l'institutionnalisation maximale est constituée par le système éducatif, qui permet d'intégrer les personnes dans les modes de vie, les valeurs et les aspirations propres à chaque communauté. Ce serait donc l'une des significations de la fonction de reproduction de l'éducation. Ces deux objectifs, non seulement feraient partie des caractéristiques que les personnes pourraient développer, mais constitueraient également certains des attributs essentiels permettant de rendre effectif de l'un des droits fondamentaux des êtres humains, le droit à l'éducation. Les luttes pour le monopole de l'éducation tout au long de l'histoire, ainsi que les réglementations qui ont été mises en place en matière d'exercice du droit à l'éducation, à partir de son organisation en tant que telle, au XIXe siècle, dans le cadre de l'ère des droits, ont fait partie des conflits pour la conquête du pouvoir et la constitution même des États-nations modernes, Bralawski 1982, Palacios 1994. L'expression « enseignement public », qui a commencé à être utilisée pour désigner l'éducation officielle de l'ensemble de la population en vue du développement de la citoyenneté nationale, a servi divers objectifs. Au cours du XIXe siècle, elle a surtout rempli la fonction politique de promotion de la consolidation de l'État libéral émerge. Cela a conduit à la laïcisation de l'éducation, qui s'est généralisée à partir du moment où l'État a commencé à proposer et à organiser un enseignement public. Si l'on envisage la théorie générale des systèmes dans les termes employés par Luhmann, 1990, il est possible de comprendre certaines dimensions de ce processus. L'auteur affirme que les systèmes sociaux constituent des systèmes organisés autour de significations sociales et culturelles, dans lesquels les lignes de démarcation sont les limites des domaines de signification. Par conséquent, les systèmes sociaux impliquent les expériences et les actions de divers individus les uns en relation avec les autres sur la base d'un sens commun. Les systèmes sociaux développent leur capacité à faire face à la complexité de l'environnement, par leur différenciation interne en sous-systèmes. Le degré de complexité interne et les formes particulières de différenciation interne des systèmes sociaux dépendent du changement évolutif. Dans les sociétés différenciées sur le plan fonctionnel, des sous-systèmes se développent du fait de l'orientation sélective des processus interactifs et communicatifs vers les fonctions particulières de la société.
La formation d'États centralisés dotés de structures bureaucratiques délimitées de manière rationnelle et formelle, ainsi que l'évolution même des sociétés au cœur du système politique, ont contribué au développement des organisations formelles. Lorsque les réseaux de relations qui participent aux échanges économiques et à la gestion politique atteignent un degré de complexité extrême, on considère que les moyens les plus efficaces et les plus rationnels de normaliser et de contrôler les sous-unités sont les structures bureaucratiques, Bendix, 1968. À la fin du XIXe siècle, lorsque les États ont commencé à mettre en relation les différentes formes ou institutions scolaires et à définir leur rôle et leurs responsabilités en matière d'éducation, les systèmes éducatifs ont commencé à s'organiser. À ce stade, le concept de systématisation appliqué à l'éducation est fondamental. Il fait référence au processus à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, par lequel ce qui était alors un groupe d'institutions diverses vaguement définies s'est progressivement transformé en un système hautement structuré d'institutions éducatives, définies avec précision et liées entre elles sur le plan fonctionnel. Les frontières entre les différents types d'établissements d'enseignement ont été tracées, et le contenu officiel des programmes d'études a été prescrit, de même que les qualifications des diplômés ont été définies. Les relations fonctionnelles entre les différentes parties de ce qui apparaissait comme étant un système scolaire ont également été déterminées, et les enfants et adolescents ont été répartis entre les institutions dans le cadre du système scolaire. Un processus de rationalisation bureaucratique s'est progressivement mis en place, Ringer, 1992. La formation du système éducatif n'a pas nécessairement été le résultat d'une action préconçue de la part des couches sociales dominantes, ou de la bureaucratie étatique. Il s'agissait plutôt d'une transformation complexe d'un groupe d'institutions, qui ont acquis des caractéristiques très similaires dans des contextes nationaux différents à la suite de processus de transfert international de plus en plus intenses de pratiques et de discours politico-pédagogiques. Ce processus de systématisation a connu des phases de création, de formation et d'amélioration du système, et a été conditionné à la fois par le fait que l'administration moderne de l'éducation avait besoin de critères généralement acceptés et comparables, sur l'obtention du diplôme, l'ajustement des différences régionales et la codification des fondements juridiques par l'interrelation entre la structure professionnelle et le système éducatif et par les intérêts sociaux divergents des professionnels et des groupes sociaux plus dynamiques. En tout cas, si l'on analyse le processus d'inclusion de la population dans la scolarisation de masse, on peut affirmer que ce caractère constitue l'indicateur de la transition historique de la stratification à la différenciation fonctionnelle. Shriver et Harney, 1992 sur 297. Ce processus a donné naissance à une forme d'égalité formelle d'accès de tous les groupes sociaux à tous les sous-systèmes sociaux. L'objectif était de promouvoir la croissance et l'extension du système éducatif dans toutes ses composantes. Plus d'étudiants, plus d'institutions, plus d'enseignants. Dans le même temps, d'autres processus de différenciation interne et de d'évaluation académique et sociale des diplômes, au niveau supérieur des systèmes éducatifs, se sont produits et étendus au cours de la seconde moitié du XXe siècle. De plus, le simple fait d'augmenter le nombre d'inscrits à un niveau d'enseignement peut produire une mobilité académique ascendante, mais pas nécessairement une mobilité sociale, Vignao, 2002. La progressivité du système implique la méritocratie, et des politiques de compensation et de discrimination positive pour renforcer la position des catégories sociales et culturelles défavorisées au sein de la structure sociale. En tout état de cause, il convient de noter que dans chaque cas national, les résultats ont été spécifiques et ont dépendu du contexte culturel et des définitions politiques qui ont été données. Dans tous les cas, il s'agit d'analyser les particularités culturelles des systèmes éducatifs nationaux à la lumière des pressions internationales et des transferts de projets éducatifs. Au cours du long processus historique durant les 2 derniers siècles, le droit à l'éducation apparaît comme l'un des éléments des transferts internationaux. Il l'a été, tout d'abord en tant que proclamation de l'égalité de la population, puis en tant que concept des sciences juridiques qui faisait référence à l'un des droits fondamentaux de l'homme. Le droit à l'éducation a été inséré dans le projet politique et placé au centre de celui-ci d'une manière incomparable,
ainsi que dans les programmes gouvernementaux quelle que soit l'orientation idéologique. De même, il a fait l'objet d'accords internationaux qui se sont traduits par des programmes d'action de portée mondiale et des engagements des États, lesquels ont assumé, à chaque fois que cela était possible, les obligations correspondantes pour le garantir, le favoriser et le promouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Différents programmes de recherche ont été menés, des travaux universitaires ont été publiés, et des documents officiels nationaux et internationaux ont souligné la place centrale de ce droit. Celui-ci est considéré comme un droit social, un droit de l'homme, un droit fondamental. Il a été affirmé que sa promotion serait une garantie de développement humain et social, puisqu'il garantirait de meilleures conditions d'employabilité de la population et de doter le secteur productif de ressources humaines. Il est également affirmé que le niveau croissant des formations universitaires, de plus en plus longues, bénéficiera à la société dans son ensemble grâce à la formation scientifique et professionnelle. L'éducation en tant que droit joue actuellement un rôle prépondérant dans sa reconnaissance internationale et nationale, comme faisant partie des droits de l'homme. Cependant, à mesure qu'une analyse plus détaillée est faite de l'évolution historique des systèmes éducatifs des différents pays, et que des définitions constitutionnelles sont proposées sur la base des normes internationales en la matière, on observe des particularités qui méritent une étude ciblée des conditions de validité du droit à l'éducation afin d'éviter de faire des généralisations qui ne sont pas conformes aux résultats produits par les études comparatives du droit à l'éducation. En même temps, et de façon cohérente, si l'on analyse les discours politiques et les propositions académiques exposées dans les publications scientifiques, sur le droit à l'éducation, les différences, les omissions, les inexactitudes et même le manque de connaissances sur le contenu de ce droit sont évidents. Proposer une définition de celui-ci est la principale motivation du présent ouvrage. La tâche n'est pas aisée, et nous ne prétendons pas que nos recherches aboutiront à une conclusion définitive, mais elle doit être menée avec rigueur afin de contribuer à la clarification de l'une des caractéristiques les plus importantes de la vie humaine, l'éducation. Ce livre est une contribution à celle-ci, à partir de différents niveaux d'analyse. Il présente, d'une part, le développement conceptuel du droit à l'éducation, d'autre part, une analyse des normes juridiques et des politiques par lesquelles ce droit est défini à la lumière des bases constitutionnelles et juridiques qui le régissent. Notre travail présente une dimension régionale de l'Amérique du Sud et une dimension nationale. L'analyse du cas argentin est menée, à son tour, à différents niveaux, ceux des normes, de la performance interne du système selon les données du recensement de la population, et des actions des juridictions. Les dites actions se sont focalisées sur certains groupes collectifs en particulier, pour montrer la complexité de la promotion de ce droit du point de vue des politiques éducatives. L'objectif de ce travail est de définir le droit à l'éducation à partir de différentes échelles d'analyse, afin de contribuer au développement d'outils conceptuels qui favorisent la formation d'un cadre interprétatif sur la portée du droit à l'éducation en tant que concept, objet et stratégie des politiques publiques. Chapitre 1er, le droit à l'éducation et ses définitions. Guillermo Ramón Ruiz. Une abondante bibliographie a été consacrée aux concepts de droits sociaux en général, et à leur lien avec les politiques publiques. Cependant, bien que le droit à l'éducation en fasse partie, cette bibliographie ne se centre pas sur l'analyse de l'éducation en tant que droit autonome mais l'aborde indirectement à travers l'étude de droits connexes tels que le droit à la santé ou à une réelle égalité des chances. Abramovich et Curtis, 2002, Arango, 2005, Allegre et Gargarella, 2007. D'autres ouvrages évoquent le droit à l'éducation, mais en se limitant à l'étude des problèmes qu'il soulève et des conditions de son effectivité, ou en mettant l'accent sur les situations d'exclusion, les inégalités et leurs conséquences sur les différents milieux sociaux. Abrita, 2017, Barrios, 2006, Escura et al., 2019, Finnegan et Pagano, 2008, Lopez, 2007, Riquelme et al., 2019, Riquelme et Kodrick, 2013, Masrocha et al., 2012, Munoz, 2012, Riva et al. La définition du contenu du droit à l'éducation n'est pas établie, mais elle est considérée comme allant de soi, bien qu'elle soit limitée par les frais de scolarité ou les conditions de son financement. D'autre part,
il convient d'attirer l'attention sur la rareté des travaux consacrés à l'éducation en tant que droit à la lumière de son contenu spécifique, au regard des différentes obligations qui incombent à l'État et qui déterminent l'applicabilité des prestations juridiques et pédagogiques et leur place dans les politiques publiques, ADC 2008, Cisterna 2010 et Via Riva 2010. C'est tout particulièrement le cas des travaux qui font une analyse dans une perspective qui combine la notion de droit de l'homme et ses principes universels, et qui les réinterprète et les reconstruit conformément aux objectifs des politiques publiques définies à partir de la conception internationale des droits. L'une des principales faiblesses des travaux existants tient à l'absence d'une approche de l'éducation en tant que droit fondamental. Celle-ci devrait être construite à partir d'au moins deux niveaux interdépendants. D'une part, il serait nécessaire d'approfondir l'étude du phénomène d'internationalisation du droit constitutionnel et de constitutionnalisation du droit privé interne à partir de la hiérarchie constitutionnelle des normes de droit international des droits de l'homme, d'. Autre part, il faudrait étudier ses implications en termes de politique éducative et sur les réformes des systèmes scolaires qui, depuis plusieurs décennies, ont conduit à envisager la fourniture de services éducatifs et à définir l'éducation comme un droit. Il convient de noter que le droit international des droits de l'homme définit actuellement, sur différents aspects, le droit à l'éducation comme un droit civil et politique, économique, social et culturel, mais aussi comme un droit des enfants et des jeunes. Il met également l'accent sur la non-discrimination en tant que principe des droits de l'homme. Toutefois, il est nécessaire de définir le contenu du droit à l'éducation en fonction de ses implications formatrices, c'est-à-dire de sa portée en termes de définition des programmes scolaires qui constituent des composantes substantielles, en termes d'opportunités éducatives, des principes d'égalité formelle, matérielle et de reconnaissance. Tout cela ne se limite pas aux définitions fournies par les sciences juridiques, droit international public, droit constitutionnel, mais relève aussi des sciences de l'éducation, de la politique éducative, de l'éducation comparée et bien entendu de la pédagogie. Ce chapitre tente de proposer une conceptualisation du droit à l'éducation, fondée sur une triple perspective analytique enrichie des différents apports scientifiques. Premièrement, il analyse l'historicité de ce droit, dans le cadre du développement du libéralisme et du constitutionnalisme en tant que processus convergent dans la formation des États-nations modernes à l'ère des droits. Deuxièmement, il aborde, à la lumière des instruments internationaux des droits de l'homme et des textes normatifs, plusieurs notions découlant du développement du droit international des droits de l'homme et de la définition même de l'éducation en tant que droit fondamental de l'homme, au regard du constitutionnalisme internationalisé au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Troisièmement, il présente une approche problématique de la portée du droit à l'éducation sous l'angle de ses implications sur la signification académique de l'éducation en tant que droit à. En d'autres termes, qu'implique le droit à l'éducation en termes d'objectifs de formation pour l'institution scolaire? Est-il valable dans tous les contextes sociaux? Ces questions sont particulièrement importantes si l'on considère que l'éducation, en tant que pratique humaine, est fondamentalement culturelle et historique. Cela implique de ne pas nier le caractère universel de ce droit, mais plutôt de le problématiser et de le revendiquer comme un droit civil et politique, économique, social et culturel, fondé sur le principe d'égalité et orienté vers l'équité et la justice sociale, et favorisant le développement humain. Les définitions conceptuelles à la lumière de leur construction historique. L'un des concepts centraux de la politique de l'éducation est le droit à l'éducation, car son analyse permet d'évaluer la portée des buts et des objectifs des politiques éducatives mises en œuvre par l'État. En outre, pour souligner le caractère central de l'éducation en tant que droit, il est possible de mentionner la profonde confiance des sociétés et des gouvernements dans la scolarisation de masse de la population en tant que moyen de contrecarrer les difficultés rencontrées par les autres institutions sociales. Par conséquent, les références au droit à l'éducation sont souvent intégrées dans les politiques publiques, dans les programmes des partis politiques de toute orientation idéologique et dans les projets de réforme proposés par les organisations internationales. On y postule souvent que les problèmes de fond actuels et la planification de l'avenir sont des questions qui pourraient être abordées et résolues par la promotion et le développement de l'éducation. Ainsi,
Il serait essentiel de mettre en avant le droit à l'éducation qui n'est qu'invoqué ou vaguement défini, ou en tout cas interprété à sa manière par chacun de ses promoteurs en vue de sa plus large satisfaction. Toutefois, il convient de noter que le concept de droit à l'éducation apparaît tardivement dans l'histoire du développement des libertés publiques dans le monde occidental, Volio Jiménez, 1979. Et comme tout droit, il doit être analysé à la lumière de sa propre historicité. En fait, selon Norberto Bobbio, 1991, les droits sont temporels. Ils varient en ce sens qu'ils ne sont pas des entités ou des idéaux immuables dans le temps, mais qu'ils sont redéfinis en fonction de divers débats, de conjonctures historiques et culturelles, de la corrélation même des rapports de force de chaque période, et qu'ils reflètent l'évolution des sociétés. Pour cette raison, il est important de reconnaître que l'étude des droits, qui nous intéresse ici, doit être appréhendée en fonction du contexte historique et culturel défini. Comme le soutient Norberto Bobbio, 1991, ce qui avait prévalu jusqu'à l'âge moderne était la conception des devoirs, notamment envers la famille, l'autorité, le groupe d'appartenance. La situation a commencé à changer à partir du Moyen Âge, lorsque des revendications sont apparues, comme les libertés relatives aux droits de propriété. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'à partir de la Révolution française de 1789 et après la formation de l'État libéral classique vers la fin du XVIIIe siècle que les droits privés et publics ont été proclamés en faveur des individus. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dans le cadre du développement du capitalisme comme mode de production en Europe occidentale, la bourgeoisie a réussi à écarter les obstacles matériels et juridiques à son action dans sa confrontation avec l'organisation sociale médiévale. Les individus ont alors progressivement acquis leur autonomie par rapport aux communautés auxquelles ils appartenaient, et ils ont commencé à affirmer leur personnalité et leur dignité. Ce qui est conceptualisé comme relevant du droit a été considéré, au départ, en termes de liberté, de droits individuels dont il fallait lever les obstacles provenant de l'autorité médiévale traditionnelle, civile ou ecclésiastique. Ainsi, les principes de liberté individuelle, d'égalité et de sécurité juridique et de propriété privée ont été les premiers à être proclamés et inclus dans les documents précurseurs du constitutionnalisme, Volio Jiménez, 1979. Sanchez Viamonte, 1907, soutient en ce sens que la liberté d'enseignement qui pendant des siècles a relevé du monopole de l'Église, est devenue une conquête sociale et s'est inscrite dans la lutte pour une plus grande liberté. Un antécédent important de cette conquête est la réforme protestante, car ses revendications pour l'accès à l'évangélisation en langue vernaculaire, ainsi que la diffusion massive de textes grâce à l'apparition de l'imprimerie, impliquaient de transformer, à divers niveaux, les mentalités dans la société par les églises protestantes. Le protestantisme a cessé de mettre l'accent sur l'institution, l'Église, pour considérer l'âme comme instance de salut sans qu'il soit nécessaire de recourir à des médiateurs entre Dieu et l'individu. Selon Troller 2013, cet objectif protestant de culture de l'âme humaine a donné naissance à une nouvelle finalité de l'éducation. Ainsi, la réforme protestante a été un tournant dans l'évolution des libertés des peuples et a encouragé la lutte pour les libertés civiles au cours des siècles suivants. Le mouvement de réforme protestant s'est répandu dans toute l'Europe et a donné naissance à différentes confessions. En même temps, la réforme protestante a reçu une réponse convergente à travers la contre-réforme de l'Église catholique et le développement d'actions éducatives de grande envergure comme celles menées par certains ordres religieux comme les jésuites. Le but était la conquête et le salut des âmes des hérétiques, afin de les évangéliser. Les jésuites ont promu l'évangélisation, non seulement des adultes, mais aussi des jeunes, car c'était un instrument de domination des âmes. Ainsi, les réformateurs et les contre-réformateurs, les jésuites, ont établi un lien plus direct entre l'enfant, conçu comme un futur adulte, et son cheminement vers Dieu. Les réformateurs considéraient que le corps de l'enfant devait être éduqué dans une direction particulière, le divin, et cela impliquait de reconnaître la capacité rationnelle de celui-ci à être convaincu. Lire la Bible pour accéder à la foi, ou pour faire l'objet d'une formation spécifique, celle de l'école jésuite, impliquait de parvenir à la conquête de l'âme et à la reconnaissance d'un sujet rationnel, soit comme sujet pouvant parvenir à la foi grâce à une action pastorale protestante,
soit comme sujet pouvant être convaincu grâce à l'accompagnement constant du jésuite. Le renforcement de l'âme dans la vertu, appelé plus tard civisme, est le projet pédagogique qui sera mis en place au cours des siècles suivants, dans une modernité européenne ordonnée qui vise à assurer le bien commun et le progrès, Treller 2013. Ainsi, progressivement vers la fin du XVIIIe siècle, les libertés d'enseigner et d'apprendre ont été intégrées dans la lutte pour l'émancipation des contraintes sociales en vigueur depuis des siècles. La liberté des individus sera imposée aux églises pour l'exercice de ce que l'on appelle aujourd'hui le droit d'enseigner et d'apprendre. La liberté de l'enseignement peut se traduire par la libération de l'individu à l'égard de l'Église pour l'exercice des droits d'enseigner et d'apprendre. Sanchez-Viamonte 1907/20. Cette conception différente et disruptive est profondément ancrée dans les mentalités et la politique, car elle reflète un changement dans le soutien de la légitimité du pouvoir. D'une considération du souverain, définie comme étant de droit divin, comme l'axe de l'organisation sociale, on est passé à une conception de l'individu comme cœur du développement social. Les individus étaient considérés comme ayant des droits, qui devaient être reconnus et garantis par l'autorité étatique. Cette dernière se limiterait à l'exercice des fonctions d'administration de la justice, de sécurité territoriale, de sécurité intérieure et de garantie des droits individuels. On reconnaît en ce sens l'approche de Bobbio lorsqu'il soutient qu'au XVIIIe et XIXe siècle, l'État libéral classique s'est conformé à un double processus d'émancipation que l'on peut décrire comme une émancipation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, 1985/147. S'intéressant en particulier à l'histoire et au développement du processus révolutionnaire français, commencé en 1789, Sanchez-Viamonte soutient que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen montre le caractère négatif de la libération de l'individu, à ses débuts, face à l'autorité absolue du souverain dont le pouvoir était fondé sur le droit divin. Ainsi, des limites ont été fixées à l'autorité lorsqu'elle s'exerce directement sur des personnes ou leur domicile. Elles ont ainsi acquis le caractère d'interdiction qui ont progressivement pris des formes positives de droit individuel, l'inviolabilité de la personne et l'inviolabilité du domicile devenant l'aspect statique ou passif de la liberté que nous appelons aujourd'hui la sécurité individuelle, 1907/19-20. Ces libertés individuelles correspondaient à la levée de multiples obstacles juridiques, susceptibles de se manifester par des obstacles matériels. Par conséquent, chaque droit correspondait à l'élimination d'un obstacle autoritaire et lorsque la personne humaine est reconnue comme telle, les droits positifs lui sont inhérents, ibidem. 20. La question de l'éducation n'inclut pas l'ensemble des droits liés au principe de liberté négative et positive, qui ont été consacrés lors de la formation de l'État libéral classique. Cependant, il est possible de souligner que la Révolution française a anticipé le débat politique sur l'éducation des siècles suivants, puisque l'une des premières mesures prises par les révolutionnaires a été la sécularisation des activités éducatives qui étaient entre les mains de l'Église. Dans la phase jacobine du processus révolutionnaire, vers 1793, une avancée démocratique dans les activités éducatives a été réalisée à partir de la proclamation de l'égalité fondamentale des hommes et de leur libre accès à toutes les institutions éducatives qui avaient été sécularisées par les révolutionnaires. En ce sens, Paviglianiti 1997 définit le développement de ce droit à l'éducation comme une construction historique controversée, étant donné les différents litiges, les conceptions et les modalités de mise en œuvre dont il a fait l'objet dans différents contextes historiques. L'auteur explore la façon dont l'éducation est passée d'un monopole de l'Église catholique au sein du monde occidental chrétien, à un droit contesté par différents secteurs et par l'État. De même, il analyse comment l'éducation est passée d'une conception de droit individuel à une responsabilité publique. Selon lui, l'État libéral s'est consolidé au cours du XIXe siècle en tant qu'organisation politique de la société et a progressé dans la régulation des différentes dimensions de la vie sociale, parmi lesquelles la scolarisation de masse. Sous prétexte de représenter la volonté générale, il reviendrait à l'État d'organiser et de diriger l'ensemble du système et de financer l'enseignement public. Toutefois, cette dernière hypothèse a fait l'objet de discussions dans les différents contextes nationaux du monde occidental,
plus dans certains que dans d'autres, et presque toujours en raison de conflits concernant le droit des parents de choisir l'éducation de leurs enfants. Dans l'espace méditerranéen européen et les pays émergents d'Amérique latine, l'Église catholique romaine s'est présentée comme une mère et une enseignante parce qu'elle se considérait comme le seul médiateur, de droit divin, entre Dieu et les êtres humains. Au contraire, selon le libéralisme classique, le seul agent de la société ayant la capacité d'exercer la fonction d'enseignement était l'État, puisqu'il représentait l'intérêt collectif. Durkheim 1976. Cette forte régulation de la scolarisation de masse de la population et son organisation laïque par les autorités étatiques ont contribué à la formation de l'État enseignant. C'est ainsi que l'on peut désigner l'unification et l'organisation systémique des pratiques scolaires préexistantes, lesquelles ont été absorbées par les réglementations étatiques dans le contexte de l'Europe continentale, nordique, puis méditerranéenne, et enfin dans le contexte américain. Grâce à ces réglementations étatiques, fondées sur des processus internationaux de transfert des pratiques et des discours éducatifs au cours du XIXe siècle, des systèmes d'enseignement public gratuits pour les masses ont été mis en place, organisés autour d'une structure académique faite de plusieurs niveaux et modalités d'enseignement, avec un éventail de plus en plus large d'enseignements obligatoires, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle. Cependant, dans le libéralisme classique, des contradictions internes étaient évidentes en ce qui concerne le développement de l'État enseignant, en tant que responsable du gouvernement de l'éducation formelle, face au droit de tous les habitants d'exprimer librement des doctrines et des idées. Par conséquent, le monopole de l'État sur l'éducation ne serait pas proposé, mais l'enseignement privé serait admis par le biais de sa réglementation en termes de programme et d'organisation. La réglementation de l'exercice du droit d'enseigner par des particuliers a été remise en cause par l'Église catholique au cours des 2 derniers siècles, et elle a défendu la liberté de l'enseignement comme principe directeur afin d'être reconnue compétente pour la définition des programmes et de pouvoir accéder au financement public pour le développement d'établissements d'enseignement privés. Un point de rupture historique important dans la formation du droit à l'éducation a été rendu possible par le développement du droit international des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale. Au niveau européen, la plupart des pays occidentaux ont adopté des constitutions qui reflétaient les changements économiques et sociaux survenus au cours des précédentes décennies, ainsi que les réactions aux formes fascistes d'organisation des États. Dans ces textes constitutionnels européens, la démocratie représentative libérale a été adoptée comme concept sur lequel fonder l'organisation institutionnelle de l'État, qu'il s'agisse d'État républicain ou de monarchie constitutionnelle, et de nouveaux droits politiques et sociaux ont été reconnus à l'ensemble de la population. De même, de nouvelles formes de régulation politique ont été introduites dans les constitutions qui reflétaient les changements dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques ainsi que dans la négociation néocorporatiste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.